Durant toute la vidéo, vous allez tenir à un fil. Genre vraiment, vous allez être juste là entre ça et ça. Si quelque chose bouge, vous tombez. Genre vraiment, tout tient à un fil. Hi! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter en fait deux histoires qui m'ont assez marqué. Et en fait, ces deux histoires, ça raconte vraiment l'aventure de deux hommes. Et je trouve que vraiment la morale derrière est hyper intéressante. Genre, franchement, j'ai kiffé de ouf. Donc voilà, je vais vous raconter ça et j'espère que vous les connaîtrez pas toutes. Enfin, j'en ai deux, mais j'espère que vous les connaîtrez pas parce que sinon. Mon truc il tombe un peu à l'eau quoi. Enfin bref, pour commencer, je vais vous raconter l'histoire de Beck Welser. C'est un Américain de 50 ans qui est originaire des États-Unis à Dallas, c'est au Texas. Et il vit sa vie avec sa femme et ses enfants, sauf qu'il souffre depuis ses 20 ans de dépression et il a toujours la volonté de fuir. C'est là où il se lance le défi de gravir les 7 montagnes les plus hautes du monde, dont l'Everest. Et c'est en mai 96 qu'il commence à gravir la montagne avec un groupe et un guide. Donc il commence à gravir la montagne tranquillou bilou, sauf qu'il commence à faire de plus en plus froid et à avoir de l'oxygène qui commence à être de plus en plus rare. Donc il atteint le sommet de la montagne et il a une vue magnifique, donc il y reste 5 minutes. Sauf qu'au bout de 5 minutes, il y a le ciel qui se couvre et une tempête qui arrive. Et on est le 10 mai lorsque Beck commence à vivre un cauchemar. Donc avec la tempête, Beck il se retrouve prisonnier en fait de la montagne avec Yasuko Namba, c'est une japonaise qui est avec eux dans le groupe. Et ils sont laissés sur une pente de glace tous les deux parce qu'ils étaient vraiment trop épuisés pour redescendre. Ils sont tous les deux laissés pour morts et ils passent la nuit à plus de 8800 mètres dans le froid. Donc le lendemain, le groupe revient sur les lieux et après avoir examiné leur corps, ils repartent sans eux. Et Beck explique lors d'une interview que même s'ils avaient beau s'accrocher à la vie, qu'ils étaient avec un visage recouvert de glace, faible, avec plus d'oxygène, et le groupe pouvait pas imaginer une seule seconde que Beck et Yasuko aient une chance de survivre. Beck tombe alors dans un coma qui dure à peu près 22 heures et quand il se réveille, le corps de Yasuko a disparu et il a une vision qui est celle de sa femme et de ses enfants. Et il se lève, ses mains elles sont gelées comme jamais, ses extrémités en général en fait, et il sent plus son nez non plus, mais il avance. Il arrive du coup au camp à 8000 mètres, le guide de Beck et tout son groupe, ils sont hyper étonnés, enfin tout son groupe, ceux qui restent du groupe sont hyper étonnés de le revoir arriver de nulle part en fait, puisqu'il était quand même à 8800 mètres toute la nuit dans le froid. Et il le place seul dans une tente en fait pour le réchauffer, mais personne ne pense qu'il va survivre toute la nuit. Et le lendemain matin, il se réveille, tout le monde est toujours étonné de le voir en vie, sauf qu'au final, il arrive à marcher, il y a un hélicoptère qui vient le chercher et qui le redescend en bas de l'Everest. Et en descendant même de l'Everest, il nous sort une petite blague qui est « on m'avait prévenu que cette expédition me coûterait un bras ». Et justement en disant ça, il a eu un bras en moins, enfin coupé au coude, et l'autre bras avec seulement une main en étoile qui est en fait genre 3 doigts. Et il a eu des extrémités de ses pieds aussi qui ont été coupées. Son nez aussi a dû être amputé et les médecins ont fait pousser en fait un nez sur le sien à partir de ses propres cellules mais qui poussait à l'envers. Ils ont ensuite du coup enlevé la greffe et remis le nez dans le bon sens et ils l'ont recousu. Et la morale de cette histoire en fait c'est que dès que Beck a eu la vision de sa femme et de ses enfants, il s'est mis à marcher, il s'est dit que je dois les revoir. Et justement avant qu'il parte monter cette montagne, sa femme voulait divorcer et c'est en rentrant chez lui qu'il s'est dit qu'il n'avait pas été assez proche de ses enfants, qu'il n'avait pas du tout eu un rôle de père et le divorce a été annulé, il s'est repris en main, il s'est rapproché beaucoup de sa famille et je trouve ça dingue que parfois l'homme ait besoin d'avoir des expériences comme ça pour se rendre compte qu'il doit s'occuper de ses proches. Et cette histoire, elle a inspiré un film qui s'appelle L'Everest. Je trouve que le film est hyper réaliste. Genre franchement, je l'ai vu il y a pas longtemps le film. Il est trop beau. Franchement, si vous voulez un film à sensation, allez voir ce film, magnifique. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire d'Aaron Ralster qui est aussi un passionné d'alpiniste. Et c'est en 2003 que cet Américain part pour une balade qui est de gravir le canyon de l'Utah. Et comme il a l'habitude, vraiment pour lui c'est une petite balade, sauf que cette fois, cette balade elle va pas du tout se passer comme prévu. Il explique qu'avant c'était vraiment quelqu'un de très arrogant, qui avait une grande confiance en lui, et à tel point qu'il a prévenu personne. Il s'est dit c'est bon, je suis trop forte, de toute façon il va rien m'arriver, je préviens personne et je me casse.
Donc il part et en partant, il va être presque 5 jours sans beaucoup d'eau ni beaucoup de nourriture. Il part avec seul équipement, une corde, un couteau, un téléphone portable mais qui captera pas dans le canyon et une caméra. Et durant cette balade, il se retrouve avec le bras droit qui se fait écraser par une pierre de 100 kg qui bloquera son bras contre une paroi. Au bout de 5 jours et multiples tentatives pour essayer de sortir et de se libérer, il se résout à couper son bras pour se libérer. Et en perdant des litres de sang, il arrive à trouver des randonneurs qui appellent de l'aide et des secours. Et pendant ces 127 heures, il nous avoue qu'il est passé par tous les états psychologiques possibles. Mais c'est grâce à sa caméra qui lui permettait de revoir des images de sa famille, de ses ex-copines, qui lui a donné en fait la motivation et le courage de trouver des solutions. Et même, il était tellement persuadé qu'il allait mourir qu'il s'est confié à sa caméra en disant qu'il aimait sa famille et tout. Et cette histoire, en fait, elle lui a surtout servi lui aussi de leçon parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait plus important que de flatter son petit ego, c'est de prendre soin de sa famille et de ses amis et des relations avec autrui. Vraiment, la morale de ces deux histoires, j'aime beaucoup parce que ça montre à quel point on montre pas assez aux gens qu'on tient à eux alors que c'est super important, même si ça peut paraître évident, ça l'est pas forcément pour eux. Donc la morale de cette petite vidéo, c'est d'envoyer un petit message à quelqu'un à qui vous en avez pas envoyé ou tout simplement de dire aux gens autour de vous que vous tenez à eux, c'est important. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, dites-le moi en commentaire et à bientôt dans une nouvelle vidéo.